Bonjour tout le monde, bienvenue sur les webinaires éco de la Chambre de métier et de l'artisanat Hauts-de-France. Aujourd'hui, ce webinaire est dédié aux artisans créateurs et repreneurs et il a pour thématique pourquoi et comment faire un prévisionnel financier. Vous avez un chat sur ce webinaire qui vous permet de poser vos questions. Je ferai une petite sélection tout au long de la présentation et à la fin, on reposera vos questions à notre expert. Si vous avez un problème de son, d'image ou de chargement de la page, vous pouvez actualiser votre navigateur. Et si vous rencontrez toujours ces problèmes, pas de panique, à la fin du webinaire, vous allez recevoir un email avec un lien pour visionner le replay. Nous allons essayer de respecter le format d'une heure avec à peu près 45 minutes de présentation et un quart d'heure de questions et de vous satisfaire au maximum. Aujourd'hui, donc, sont présents pour ce webinaire Jacques Sénélard, qui est directeur adjoint entreprise à la CMA Hauts-de-France, et moi-même, Maureen Gransart, qui est chef de produit marketing, client et entreprise. Du coup, je vais laisser la parole à Jacques. Bonjour à tous. Alors, en une petite heure, je vais essayer de vous expliquer le grand intérêt d'en réaliser un. Mon exposé va être en 3 temps. Tout d'abord, quelques généralités, puis vous verrez le détail des différents tableaux dans un prévisionnel financier, et on terminera par comment les construire. Voilà. Alors, quelques généralités. Un prévisionnel financier, c'est un document qui représente un certain nombre de tableaux financiers. Donc, en fait, il faut aimer les chiffres. Ce ne sont que des chiffres. Ce document complète votre étude de marché. En fait, il faut voir ça comme étant un complément de l'étude de marché. L'étude de marché, vous avez étudié quel produit vous vouliez vendre, quel service vous vouliez apporter à une clientèle, quel type de clientèle vous souhaitiez toucher. Et donc là, vous allez valider financièrement toute cette étude pour voir si votre projet est rentable ou non. Généralement, un prévisionnel financier est établi sur 3 ans. Il arrive que certains cabinets comptables vous le proposent sur une plus longue durée. Personnellement, je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, puisque vous verrez, un prévisionnel, ça reste un prévisionnel. On part sur des hypothèses. Déjà, se projeter sur 3 ans, c'est déjà pas mal. Ce n'est pas un document obligatoire. Ça ne fait pas partie des pièces qu'on vous demandera quand vous vous installerez. Mais c'est un document qui est plus qu'utile, et donc on ne peut que fortement vous le recommander. Alors, pour qui ce document? Tout d'abord, pour le porteur de projet ou le chef d'entreprise. On ne fait pas le prévisionnel financier, on ne le fait pas pour d'autres personnes. Avant tout, on le fait pour soi, pour se projeter dans son entreprise. On va le faire éventuellement. Potentiel. Vous avez besoin d'argent pour vous aider à créer votre entreprise. Vous allez devoir taper à la porte de quelques financeurs, on verra lesquels tout à l'heure. Il leur faut du concret. Donc, on va leur donner des tableaux chiffres. Ce que vous avez entreprise. Et éventuellement aussi pour les fournisseurs de l'entreprise. Ça peut être utile. Jacques, je coupe juste ta caméra puisqu'on entend un son haché. D'accord, pas de souci. Pourquoi faire un prévisionnel financier? 3 choses. Tout d'abord, pour vous aider à piloter votre entreprise. Établir un prévisionnel financier, ça va vous donner des objectifs à atteindre et ça va vous aider à les suivre dans le temps. Ça, c'est le premier but du prévisionnel. Le deuxième but, c'est de trouver des financeurs. Vous avez besoin de 10 000 € pour créer votre entreprise. Si vous allez en banque juste les mains dans les poches, sans tableau chiffré, sans étude de marché, ça sera peut-être compliqué. Par contre, si vous y arrivez avec un prévisionnel bien établi, la discussion se fera plus facilement. Et enfin, ce prévisionnel financier, par rapport à vos fournisseurs, ça peut vous permettre de négocier avec eux des délais de paiement, voire des tarifs. Donc, 3 bonnes raisons pour en faire un. Alors, qu'est-ce qui contient le prévisionnel financier? 3 documents, un minimum, un plan de financement, un compte de résultat et un tableau de trésorerie. Ça peut arriver de prendre également un bilan. Alors, je ne parlerai pas du bilan aujourd'hui, puisque je n'ai que 3 quarts d'heure, mais voilà, je me concentrerai sur les 3 documents indispensables.
Tu peux avancer, Maurice. Le plan de financement. Le plan de financement va vous permettre de répondre à la question « Comment est financé mon projet ?» Pour cela, on recense les besoins. Donc, les besoins générés par le projet, c'est tous les matériels que vous devez acheter, les véhicules pour pouvoir vous lancer, et les ressources apportées pour y faire face. Les ressources, c'est l'argent que vous mettez, vous, de votre part, par exemple. La différence entre les deux, ça sera ce qu'on ira demander aux financeurs, aux différents financeurs. Alors, je vous propose un modèle très simple, juste derrière, voilà. Donc là, vous voyez, dans les besoins, il y a quelques frais de création. J'ai estimé 150 € de frais de création. J'ai besoin de 15 000 € de matériel. Je n'oublie pas, mais on verra tout à l'heure, qu'il me faut une trésorerie de départ. Là, je l'ai mis à 4 850 €. Ça me fait un total de besoin de 20 000 €. J'apporte 5 000 €. Pour pouvoir financer la totalité des 20 000, il va falloir que j'aille en banque 15 000 €. Voilà un exemple de plan de financement très simple. Deuxième tableau, le compte de résultat. Ce tableau répond à la question « Mon projet est-il rentable? Est-ce que je vais gagner des sous ou non ?» Donc, ça va récapituler l'ensemble des produits et des charges de l'entreprise qu'on projette. La différence donnera le résultat. Le résultat, c'est est-ce que je gagne des sous ou non? Est-ce que je suis rentable? Donc là, dans mon exemple de produits, des ventes et des prestations de services, 5 000 € de vente, 50 000 € de prestations de services. Pour réaliser ces 5 000 € de vente, j'aurais besoin d'acheter 2 500 € de marchandises. Pour mes prestations, j'aurais besoin d'acheter 5 000 € de matières premières, par exemple. Des frais généraux. Alors, qu'est-ce que c'est les frais généraux? C'est tous les frais que peut avoir une entreprise. Comme l'écran était petit, je ne pouvais pas tout lister. Mais c'est par exemple tout ce qui est énergie, tout ce qui est vêtements de travail, fourniture d'entretien, du petit côté équipement, de la fourniture administrative, le loyer, loyer immobilier ou loyer pour un véhicule, par exemple. C'est tout ce qui est frais d'entretien du bâtiment, c'est les assurances, c'est le comptable, la documentation, si vous en avez besoin d'acheter, les frais de transport, les frais de déplacement, les frais de postaux, de téléphone, voilà. C'est un peu tout ça, les frais généraux. Les frais de personnel, voilà. Bon, et puis j'ai mis autres, puisqu'il existe encore d'autres frais éventuellement, des frais financiers, ce qu'on appelle les amortissements, j'en parlerai tout à l'heure. Voilà. Et par rapport à ces 55 000 € de recettes, j'en ai pour 47 000 € de dépenses, donc j'ai un résultat de 8 000 €. Je suis rentable sur mon année. Voilà ce qui est un compte de résultat. Dernier tableau, le tableau de trésorerie. Le tableau de trésorerie va nous permettre de vérifier que dans notre hypothèse du plan de financement, sur notre trésorerie initiale, est-ce qu'on en a prévu suffisamment ou non? N'oubliez pas que le nerf de la guerre, c'est la trésorerie. Une entreprise qui n'a pas de trésorerie, c'est très compliqué. Dans ce tableau, tous les mois, on va recenser les encaissements, donc les sous qui rentrent dans l'entreprise, les sous qui sortent de l'entreprise. On va les répartir dans le tableau mensuellement en tenant compte de la saisonnalité. La saisonnalité, il y a certaines activités qui ont des pics d'activité à certaines périodes. On va prendre le cas d'une fleuriste, là, par exemple. Dimanche, c'est un pic d'activité pour eux, puisque c'est la fête des mères. Dans ce métier, en août, par contre, ça peut être beaucoup plus calme. Voilà. La différence, c'est ce qu'on appelle le solde de trésorerie. Et donc, on va voir l'exemple, ça sera plus simple. Voilà. Donc là, j'en ai fait un très synthétique sur les 6 premiers mois de l'année. Et on essaye de répartir les ventes qu'on espère. C'est du prévisionnel, c'est ce qu'on espère pouvoir réussir à faire. Et répartir les différentes charges qu'on va avoir, toutes nos dépenses qu'on va avoir. Et tout en bas, on va avoir alors, le solde mensuel, mois par mois. Est-ce qu'il y a des sous en positif ou en négatif mois par mois? Et le solde global. Donc là, vous voyez, par rapport à mon exemple, mon solde global
ne descend jamais en dessous de 250 euros, éventuellement. Donc, la trésorerie que j'avais prévue au départ est suffisante. Bon, ça serait quand même un petit peu juste. Sur un prévisionnel, avoir que 250 euros de trésorerie en espérance à un moment donné, ça peut être un peu juste. Voilà pour les différents tableaux. Comment les constituer, ces tableaux? Ah oui, d'abord, quelques conseils qui vont nous aider à les constituer. D'abord, partir sur des bases solides. Un prévisionnel financier, on ne va pas prendre une boule de cristal et mettre des chiffres à regarder. Certaines charges sont connues d'avance. On sait, avant de démarrer l'activité, que sur l'année, on va payer tous les mois, par exemple, 500 euros de loyer. On sait très bien combien on va payer de primes d'assurance, puisque ça, on a négocié avec l'assureur. Le comptable, on sait très bien combien il va nous demander. Donc, on a tout un certain nombre de charges qu'on connaît très bien. Donc ça, il faut avoir été faire les démarches au préalable par rapport à toutes ces personnes pour savoir combien ils vont nous demander. Estimer correctement son besoin en trésorerie initiale. N'hésitez pas à gonfler votre besoin en trésorerie initiale. N'oubliez pas que quand on crée une activité, et ça tu peux appuyer, Maureen, voilà, on peut mettre plusieurs mois éventuellement à trouver de la clientèle. Pendant ce temps-là, par contre, on va devoir commencer à payer nos charges. Donc, si on n'a pas prévu suffisamment de trésorerie initiale, ça va être compliqué. Et un prévisionnel financier, on en profite pour faire plusieurs versions différentes. En fonction de la forme juridique que vous allez choisir, en fonction du régime fiscal que vous allez choisir ou du régime social, les données ne seront pas les mêmes. Donc, vous pouvez très bien faire des prévisionnels financiers qui vous permettent de comparer est-ce qu'il vaut mieux que je sois en société à l'impôt sur les sociétés, en entreprise individuelle, donc à l'impôt sur le revenu, en entreprise individuelle, mais au micro-social, ce qu'on appelle la micro-entreprise ou l'auto-entrepreneur. Donc, on va pouvoir comparer tous ces statuts au niveau comptable. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Qu'est-ce qui me fera gagner le plus d'argent? Alors, pour la construction des tableaux, il faut savoir que les 3 tableaux que je vous ai présentés sont dépendants. Donc, quand on va toucher à un des tableaux, on va toucher aux 2 autres aussi. Donc, il y aura en permanence des allers-retours entre tous ces tableaux. C'est pas gênant. Bon, ça demande des ajustements, des corrections, mais c'est pas gênant. Alors, certains vont commencer par le plan de financement, d'autres par le compte de résultat. Il n'y a pas de dogme là-dessus. Chacun fait comme il veut. De toute façon, ils s'alimentent les uns les autres. Donc, ça, c'est pas très gênant. Personnellement, moi, j'ai plus l'habitude de commencer par le plan de financement. Donc, c'est pour ça que je vous présente d'abord la construction du plan de financement. La première chose à faire, c'est de recenser les besoins de l'entreprise et on essaye de réfléchir sur 3 ans. On va prendre le cas d'un quelqu'un qui veut se lancer dans une entreprise du bâtiment et il aurait besoin éventuellement, quand ça marchera très très bien, voilà, par exemple, on va prendre un générateur pour pouvoir faire sur ces chantiers. Mais ce générateur deviendra rentable que le jour où il commencera à avoir des chantiers très réguliers. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter tout de suite? Est-ce qu'on ne peut pas se dire pendant 6 mois, pendant 1 an, je vais le louer épisodiquement quand j'en aurai besoin, le temps de me faire de la clientèle, et finalement, je ne l'achèterai qu'au bout de 6 mois ou qu'au bout d'1 an, parce que là, je sais que j'aurai de la clientèle et des chantiers tous les jours. Et donc, j'en aurai besoin tous les jours. Voilà. Donc, on essaye de répartir tous ces besoins dans le temps et pas forcément vouloir tout acheter tout de suite. On recense tout ce qu'on apporte. On peut apporter, alors le plus simple, c'est d'apporter du numéraire, donc des sous, mais on peut aussi apporter et valoriser du matériel qu'on apporte. Cette personne du bâtiment a une caisse d'outils bien fournie, qui a une certaine valeur. Il n'a pas forcément beaucoup d'argent sur son compte bancaire. Il n'a que 1 000 euros sur son compte bancaire, mais il a en valeur pour ses outils 3 000 euros. On peut considérer qu'il apporte et qu'il met dans son entreprise 4 000 euros, 1 000 plus 3 000. Ce n'est pas un problème.
Et on essaye d'évaluer le besoin en fonds de roulement initial. Donc ça, je reviendrai dessus juste après pour vous expliquer ce que c'est. En fait, c'est la trésorerie de départ, mais c'est un peu compliqué à essayer d'évaluer. Pour terminer, puisqu'on sait ce dont on a besoin, on sait comme somme, on sait ce qu'on apporte, et bien maintenant, on va pouvoir déterminer ce qu'on va demander en emprunt ou en autre type de financement. Alors, le besoin en fonds de roulement initial, c'est un mot barbare qu'il ne faut pas en avoir peur. Moi, je préfère qu'on parle de trésorerie de départ, même si un comptable ferait des bons dans ces cas-là, mais bon, c'est quand même plus simple à comprendre. Et comment l'estimer? Il y a deux choses principalement à tenir compte. Il faut tenir compte des délais de règlement accordés aux clients et accordés par les fournisseurs. Je reprends la personne du bâtiment. Le projet qu'il a dans le bâtiment, c'est de travailler en sous-traitance pour d'autres entreprises. Quand on travaille en sous-traitance pour d'autres entreprises, on est payé à 30, 45, 60 jours. Donc, il faut bien prévoir dès le départ qu'il n'y aura pas de rentrée d'argent avant un mois et demi, 2 mois. Donc, il faudra avoir une trésorerie qui permettra de faire face à ce manque de rentrée d'argent. Pareil, tenir compte des délais accordés par les fournisseurs. Si on a réussi à négocier avec ses fournisseurs et que le fournisseur accepte qu'on paye les marchandises qu'on lui achète à 30 jours, à 45 jours, on n'aura pas forcément besoin de décaisser tout de suite. Par contre, s'il refuse toutes les négociations et il dit « Vous êtes une jeune entreprise, je ne vous connais pas, je ne peux pas avoir confiance tout de suite et donc je vous demande de payer instantanément », il faudra prévoir suffisamment d'argent pour pouvoir payer ces marchandises avant même d'avoir réalisé les chantiers. Et donc avant même que l'argent soit rentré en caisse. Il faut aussi tenir compte, pour déterminer notre trésorerie de départ, de la date de démarrage de l'activité par rapport au type d'activité. Je m'explique. Vous souhaitez ouvrir une glacerie sur donc le fabricant de glace sur la digue du Touquet. Si vous démarrez votre activité au 1er janvier, les gros mois d'activité, vous allez devoir les attendre 5-6 mois. C'est mai, juin où on commence vraiment à faire de l'activité dans le nord de la France pour vendre de la glace sur la plage. Donc, il va falloir prévoir que les rentrées d'argent jusqu'au mois de mai et juin ne seront pas forcément très importantes. Donc là, il vous faudra de la trésorerie forte. Par contre, ce même glacier, il se dit, eh ben non, moi je vais commencer plutôt au moment où il y a de l'affluence, donc je vais commencer mi-mai. Il aura besoin de beaucoup moins de trésorerie, puisque là, les rentrées d'argent se feront tout de suite. En fait, ce qu'on conseille généralement, mais là, c'est à étudier quand même de près, mais si vous prévoyez 2 à 3 mois de charges fixes, ça devrait passer. Voilà. Ça, c'est le conseil qu'on donne. Il peut arriver que sur certaines activités, parce qu'on commence... Alors, vous pouvez aussi, je reprends une entreprise du bâtiment, mais là, vous travaillez avec des particuliers, et vous avez déjà une dizaine de copains qui vous ont dit, mais de toute façon, ne t'inquiète pas, nous, on a des travaux à faire chez nous. Dès que tu te lances, on te signe un devis, il n'y a pas de souci, on te fait un acompte. Donc là, peut-être qu'il n'y aura pas forcément besoin énormément de trésorerie, puisque justement, ils vont tous vous signer un devis, vous donner un acompte que vous allez encaisser, puisque les acomptes, ça s'encaisse. Et donc, vous pourriez partir avec moins de trésorerie que la même entreprise du bâtiment qui ne travaillerait qu'avec du professionnel, qui se ferait payer à 1 ou 2 mois. Voilà pour le besoin en fonds de roulement initial, la trésorerie. Alors, quels sont les types de financement possibles pour faire face? Bon, les plus classiques, c'est les emprunts bancaires. En sachant qu'il y a quand même 2 types d'emprunts bancaires. Bon, l'emprunt classique bancaire professionnel, un conseil. Pour ceux, je ne sais pas quel statut d'entreprise vous voulez choisir, mais il y a peut-être parmi vous des personnes qui vont souhaiter se mettre à micro-entreprise. Une micro-entreprise doit avoir un compte bancaire spécifique pour son activité. Rien ne lui oblige à avoir un compte bancaire professionnel, qui a un coût un petit peu plus élevé. Ça peut être un autre compte bancaire particulier qui est réservé à l'activité.
Simplement, si vous voulez faire un emprunt, les emprunts professionnels sont à des taux beaucoup plus avantageux que les emprunts particuliers. Donc, à réfléchir. Donc ça, déjà, il y a les emprunts classiques. En banque, il y a aussi ce qui existe, les crédits relais, et qui est très utile pour la TVA, puisque une entreprise sous statut classique, donc hors micro-entreprise, se fait rembourser de la TVA sur ses investissements, sur son matériel. Et elle se le fait rembourser assez rapidement. Il suffit de faire la demande une fois qu'on a acheté le matériel, qu'on a créé l'entreprise, qu'on a acheté le matériel. En 2 mois, on est remboursé. Mais par contre, quand on a besoin d'acheter beaucoup de matériel, ça peut représenter une somme relativement importante. On est sur un taux de TVA à 20% sur le matériel. Donc, un achat de matériel de 10 000 euros hors taxe, il y a 2 000 euros de TVA. C'est quand même relativement important. Ce que vous pouvez faire, c'est demander un crédit relais de TVA à la banque. En fait, c'est un crédit beaucoup plus court et vous le remboursez au moment où vous récupérez votre TVA. Ça, c'est le premier type de financement possible. Un deuxième type de financement possible, ce sont les plateformes d'initiative locale. Alors, il y en a partout en France. Sur tous les territoires en ont, ceux qui prêtent à taux zéro. C'est intéressant, le taux zéro, puisque vous n'aurez remboursé que ce qu'on vous a prêté. Alors, simplement, là, les conditions dépendent des plateformes. Les plateformes, généralement, c'est par arrondissement. Donc, en fonction du lieu où vous habitez, consultez-nous pour connaître la plateforme et puis on pourra vous donner les conditions particulières. Il y a le financement participatif qui existe, ce qu'on appelle généralement le crowdfunding. Ça peut marcher. Alors, la Chambre de métiers de l'artisanat a un partenariat avec KissKissBankBank. Si ça vous intéresse, il y a des agents de KissKissBankBank qui vous aident à monter votre dossier de financement participatif et à faire que ça se passe au mieux. Le financement participatif, on demande en fait à d'autres particuliers de financer en échange d'un cadeau, en échange de précommande, voilà. Ça peut être une façon de faire. Alors, généralement, ça fonctionne sur des activités entre guillemets rares. Alors, soit on a une idée que personne n'a jamais eue, donc un nouveau produit sur le marché, ou bien, alors quand je dis une activité rare, ça peut marcher pour une boulangerie, alors qu'il existe beaucoup de boulangeries, mais une boulangerie qui s'installerait dans un village où il n'y a plus de boulangerie à 10 km à la ronde, par exemple. Donc, c'est un nouveau produit et essentiel qui revient sur le territoire. Ça peut marcher. Dernier mode de financement possible, il en existe d'autres, mais j'ai pris les principaux. Le découvert autorisé. Plutôt que de négocier un emprunt avec la banque, on peut aussi négocier un découvert autorisé. Personnellement, je ne le conseille pas, mais ça arrive. Et c'est un mode de financement possible. Bon, simplement, méfiez-vous, ça coûte quand même beaucoup plus cher qu'un emprunt. Voilà. Certaines entreprises se financent comme ça. Pourquoi pas? N'hésitez pas, je vois le chat en même temps, donc n'hésitez pas si vous voulez que je revienne sur certaines choses, posez les questions et je pourrai y répondre. Le deuxième tableau à construire, c'est le compte de résultat. La première chose à faire, donc, c'est d'estimer tous ces frais généraux de l'entreprise et l'estimer au plus juste. Comme je vous disais tout à l'heure, les frais généraux, l'assurance, si vous avez été voir votre assureur, si vous avez négocié avec lui un contrat d'assurance, vous savez exactement combien vous allez payer. Le comptable, c'est la même chose. Si vous avez un loyer, c'est la même chose. Après, il y en a d'autres qui sont un peu plus compliqués. Carburant, combien je vais… Voilà. Donc là, pour certains, on va plutôt faire des estimations. Le carburant, on va essayer de calculer le nombre de kilomètres que vous allez faire par an. Vous avez un véhicule diesel qui consomme tant aux 100 km. Donc, on va réussir à estimer un peu comme ça. Estimer les frais de personnel. Sans oublier des frais qui sont relativement souvent oubliés, ce sont les charges sociales du chef d'entreprise. Quand on parle du personnel, c'est les salariés, si vous avez des salariés, mais c'est aussi vous, en tant que chef d'entreprise,
vous allez payer des charges sociales, ne pas les oublier. Essayez d'estimer les impôts et les taxes que vous allez payer, en sachant qu'il peut y avoir des exonérations les premières années, donc ça, on peut vous accompagner là-dessus. Et les frais financiers, en fait, les frais financiers, c'est si vous sollicitez un emprunt, quand on rembourse un emprunt, on rembourse ce qu'on appelle le capital de l'emprunt, ça c'est la somme que vous avez empruntée, mais on rembourse également des intérêts. Les intérêts, ce sont les frais financiers. Calculer les dotations aux amortissements, donc j'ai fait une diapositive sur les dotations aux amortissements juste après, pour que vous compreniez bien ce que c'est. Estimer la marge brute, je reviens aussi dessus juste après, sur la marge brute. Et au final, une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir essayer de déterminer son chiffre d'affaires prévisionnel. Alors, l'amortissement. L'amortissement, c'est une notion comptable. En fait, quand vous achetez du matériel, ce matériel que vous avez acheté, une certaine valeur, va perdre va perdre de sa valeur en permanence, tous les ans, il perd un petit peu de sa valeur. Prenez le cas, vous achetez un véhicule neuf. On dit toujours que même si vous venez de l'acheter neuf, vous sortez du garage, vous le revendez, vous n'arriverez pas à le revendre au prix où vous l'avez acheté, il a déjà perdu 10, 15, 20%. Voilà. Tout matériel perd de sa valeur. Alors, pour l'amortissement, comptablement, en fait, on va estimer. Là, tu peux appuyer pour qu'on voit. Voilà. On va estimer ce véhicule neuf que vous avez acheté 20 000 euros, on va estimer que vous allez l'utiliser pendant 5 ans. Ce sera sa durée normale d'utilisation, puisque vu le nombre de kilomètres que vous allez faire, au bout de 5 ans, il risque d'être dans un piteux état. Et donc, on va estimer comptablement que tous les ans, il va perdre pendant 5 ans 4 000 euros. 4 000 euros x 5, ça fait bien 20 000 euros. Donc, au bout de 5 ans, comptablement, il ne vaudra plus rien. Ça ne veut pas dire qu'il faut le mettre à la poubelle, hein. Vous pourrez continuer à l'utiliser si vous voulez, mais au niveau comptable, il n'aura plus de valeur. De même, une perceuse qui sera achetée 6 ans, une perceuse, on va l'amortir, on va estimer qu'on va l'utiliser pendant 3 ans. Donc là, on l'a acheté 600 euros. Tous les ans, on l'amortira de 200 euros. La durée d'amortissement est un petit peu réglée par les textes. Il y a au niveau des impôts, il y a des barèmes. Voilà, un véhicule neuf, généralement, c'est 5 ans. S'il est d'occasion, on est plutôt sur 3 ans. Du petit matériel, on est aux environs de 3 ans. Du gros matériel, on peut aller jusque 10 ans. Voilà. Donc, ça, il y a des barèmes qui existent. Maintenant, si par rapport à votre activité, le barème est tout à fait aberrant, véhicule, par exemple, vous feriez 70 000 km par an et donc au bout de 5 ans, il en ferait 350 000 km. Ça serait difficile de l'amortir sur 5 ans. On sait très bien qu'il ne tiendra plus. Donc, on l'amortira un peu plus rapidement éventuellement. Voilà pour l'amortissement. La marge brute, notion très importante. C'est la différence entre le chiffre d'affaires, donc le montant des ventes, et le montant des achats de marchandises et de matières premières utilisées pour réaliser ce chiffre d'affaires. Alors là, avec mes deux exemples, ça sera beaucoup plus simple à comprendre. Voilà. Si on est dans une activité d'achat-revente, un commerçant qui achète un article 60 euros et qui le revend 100 euros, 100 moins 60, ça fait 40, sa marge brute est de 40%. En fait, la marge brute, ça sera nécessaire pour calculer le chiffre d'affaires d'une certaine façon juste après. Un pâtissier, lui, qui 10 euros et qui, pour réaliser cette pâtisserie, je mélange pâtisserie. Ouais, si pour réaliser une pâtisserie vendue, un boulanger utilise 3 euros. Bon, c'est plus un pâtissier éventuellement. Bon, c'est pas grave. J'étais parti sur une baguette au départ. Donc, il a utilisé 3 euros de matière première. Sa marge brute est de 70%. 10 moins 3, 7, ça fait 70%. Voilà. C'est des notions. Les notions de marge brute, il existe des statistiques professionnelles de l'estimer, parce que vous connaissez votre métier, vous savez que de toute façon, vous allez acheter tant et vous allez revendre tant. Ça, c'est facile quand on fait de l'achat-revente. Par contre, quand on fait de la prestation de service, quand on fait donc on travaille la matière première et on la revend, là, c'est quand même un peu plus compliqué.
Je ne connais pas beaucoup de boulangers qui, pour une baguette, calculent exactement, une baguette vendue à 1 euro, ils calculent exactement quel a été le coût d'achat des matières premières. Ils devraient le faire, mais ça prend du temps. Donc, ils ne le font pas forcément pour tous leurs articles. Donc, il existe des statistiques métiers. Une coiffeuse, elle a une marge brute aux environs de 90%. En pâtisserie, on est aux alentours de 70%. Voilà. Dans le bâtiment, en fonction des métiers, 5 et 80%. Voilà. Donc ça, ces moyennes professionnelles, on peut vous les apporter. Voilà, donc pour la marge brute. Maintenant, et souvent, on veut commencer par déterminer le chiffre d'affaires, mais en fait, c'est la dernière chose à faire. Voilà. Alors, où peut-on trouver ces statistiques? Alors, on peut vous les fournir. Sinon, je reviens dessus, là, en parlant du chiffre d'affaires. Ce sont les centres de gestion agréés qui les établissent. Donc, on arrive à trouver sur les sites internet des centres de gestion agréés certaines statistiques. Donc, 3 méthodes pour déterminer le chiffre d'affaires. La première, c'est par le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, c'est le montant de chiffre d'affaires que vous devez réaliser pour commencer, pour que le résultat, donc le résultat, on en a parlé tout à l'heure, c'était les recettes moins les dépenses, pour que le résultat soit 0. Il existe aussi une autre façon de calculer le chiffre d'affaires, ce sont les intentions d'achat. Sur certaines activités, on peut dire, bon, de toute façon, j'aurai tant de clients par jour, et en moyenne, un client dépensera autant. Donc, en multipliant le nombre de clients par jour, en multipliant son panier moyen et en multipliant par le nombre de jours où on va travailler dans l'année, on arrive à trouver un chiffre d'affaires. La dernière méthode, c'est d'utiliser les statistiques professionnelles, puisqu'en plus de donner, par exemple, le taux de marge brute, il donne aussi une moyenne de chiffre d'affaires réalisable par une personne toute seule dans telle ou telle activité. Alors, je vous ai mis un exemple pour une coiffeuse en salon. Et vous allez voir qu'en faisant les 3 méthodes différentes, on va trouver de grosses différences. Si on travaille sur le seuil de rentabilité, c'est toute seule. On a travaillé avec elle et on a estimé que dès le démarrage de l'année, on sait très bien qu'elle va devoir payer 25 000 € de charges qu'on dit fixes. Quand on prend le loyer, quand on prend l'assurance, le comptable, tout ça. On sait que dès qu'elle va commencer, qu'elle travaille ou qu'elle ne travaille pas, de toute façon, il faudra les payer, ces 25 000 €. Et donc là, en divisant ces 25 000 € justement par la marge brute, qui est de 90%, on trouve le qui est de 27 800 € environ. Et donc là, si on travaille sur le seuil de rentabilité, on aura un chiffre de 27 800 €. Cette même coiffeuse, elle dit, oui, mais moi, mon objectif, et je sais que j'y arriverai, c'est d'avoir 6 clients tous les jours. Je vais travailler 5 jours par semaine, 50 semaines par an. Je ne vais m'accorder que 2 semaines de congé. Et ces clients, en moyenne, dépenseront chez moi 30 € hors taxe. 30 € par 6 clients par 5 jours par semaine sur 50 semaines, ça fait un chiffre d'affaires prévisionnel de 45 000 € hors taxe. Enfin, les statistiques professionnelles disent qu'une coiffeuse qui est en salon, qui travaille toute seule, en moyenne, elle ne fait un chiffre d'affaires que de 34 000 € hors taxe. Et en fait, utiliser ces 3 méthodes, ça vous permet de vous situer. Si je n'écoute que cette coiffeuse qui vient, elle a son projet et elle est persuadée qu'elle arrivera à faire 6 clients par jour et qui dépenseront tous 30 € hors taxe en moyenne tous les jours, donc 5 jours par semaine, 50 semaines. Si je l'écoute, j'arrive à un chiffre d'affaires de 45 000 € qui est très, très largement supérieur, un tiers de plus quasiment, à la moyenne professionnelle. Si je mets ça dans le prévisionnel financier, les banques, elles ont connaissance des moyennes professionnelles. La banque, elle va... Attention, là, je pense que vous êtes très, très optimiste. Moi, je ne vous suis pas.
Par contre, si on se limitait à travailler sur le seuil de rentabilité, ou ben, de toute façon, voilà, le seuil de rentabilité, j'ai tout payé. Bon, j'ai peut-être pas de résultat, mais j'ai tout payé, donc c'est pas gênant. 27 800, je suis relativement loin des 34 000 euros de moyenne, donc a priori, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Donc là, la banque, si tout le reste passe avec 27 800, il n'y a pas de raison qu'elle ne croit pas au projet. Voilà, donc il faut bien faire attention et essayer de faire les 3 calculs et essayer d'être le plus réaliste possible. Voilà. Le tableau de trésorerie. Alors, pour le bâtir, on a besoin de connaître les délais de règlement. Est-ce que, quand je fais une vente, le client me paye tout de suite ou pas? Ou est-ce que je travaille pour du professionnel, est-ce qu'il va me payer à 30 ou 45 jours? Voilà. De même, j'ai besoin de connaître les délais de règlement que vont m'accorder les fournisseurs. Est-ce que je dois prévoir, dès que je fais un achat, de le payer tout de suite? Ou dans mon tableau de trésorerie, j'ai acheté en janvier, je ne le paye qu'en février. J'ai besoin de déterminer la saisonnalité des ventes, parce que quand je vais essayer de répartir mon chiffre d'affaires prévisionnel dans l'année, est-ce que j'ai trouvé 50 000 euros de chiffre d'affaires? Bon, je vais plutôt mettre 120 000 euros de chiffre d'affaires, c'est plus simple pour mes calculs. Il y a 12 mois dans l'année, 120 000 euros divisé par 12. Est-ce que je mets 10 000 euros tous les mois? Est-ce que ça serait logique que tous les mois, j'arrive à avoir le même chiffre d'affaires? Ou bien est-ce que je suis sur une activité où il y a 2 000 euros de chiffre d'affaires et d'autres mois où, au contraire, j'aurai 25 000 euros de chiffre d'affaires? Pensez au glacier qui est sur la digue du Touquet. Si dans son prévisionnel, il met tous les mois la même valeur, moi, je suis financeur, j'y crois pas à son prévisionnel. Il est évident qu'il va vendre beaucoup plus de glace en mai, juin, juillet, août qu'au mois de novembre. Donc, il faut bien tenir compte de la saisonnalité. Et surtout, quand c'est un prévisionnel de démarrage d'activité, bien tenir compte du temps nécessaire qu'il vous faudra pour trouver votre clientèle. Si je reprends mon exemple des 120 000 euros, donc des 10 000 euros mensuels, peut-être que vous êtes sur une activité ou qu'on peut lisser sur l'année. Le premier mois, vous aurez ces 10 000 euros, ou est-ce que le premier mois, vous aurez besoin de temps pour aller trouver la clientèle, pour faire vos démarches commerciales, et donc vous pourrez moins travailler. Et donc, nécessairement, comme vous aurez moins de temps pour travailler, pour faire vos démarches commerciales, votre plutôt de 5 000 que de 10 000. Le deuxième mois, on va l'augmenter un petit peu, encore un petit peu le troisième mois, et on commencera à arriver sur le chiffre d'affaires qu'on estime tous les mois à partir du quatrième ou du cinquième. En conclusion, qu'est-ce que je peux dire en conclusion? Par définition, un prévisionnel n'est qu'un prévisionnel. Il est rare, et même personnellement, j'en ai fait plusieurs centaines de prévisionnels, et j'ai toujours dit aux porteurs de projet que si mon prévisionnel est exact à 100%, si on trouve exactement les mêmes chiffres dans toutes les cases, je veux une bouteille de champagne. Bon, j'ai jamais eu ma bouteille de champagne. Néanmoins, quand le prévisionnel est fait sérieusement, qu'on prend le temps d'être bien accompagné, qu'on a fait les démarches pour savoir combien les tarifs fournisseurs, le montant des assurances, qu'on a bien réparti, bon ben, vous voyez, je démarre, je vais travailler peu les premiers mois, voilà. On arrive à avoir quelque chose qui est quasiment bon. On n'est pas bon à 100%, mais on n'est pas très loin de la réalité, ce qui fait que ça peut être utile pour piloter votre entreprise. Alors, je lirai la question de Jean-Marie juste après. Voilà. Une dernière chose en conclusion sur ça. Attention, le prévisionnel n'est pas là pour vous faire rêver. Le prévisionnel, si je prends le cas de la coiffeuse à 45 000 euros annuels dès la première année de création, alors que les statistiques disent 34 000 euros, là, ça serait la faire rêver d'accepter de
mettre ça dans son prévisionnel. Alors qu'il y a très très peu de chances, ça peut arriver, hein, mais il y a très très peu de chances qu'il y arrive. Voilà. Donc, on n'est pas là quand on vous accompagne pour faire un prévisionnel pour vous faire rêver, mais on est là pour essayer de vous aider à convaincre un financeur en tenant compte d'hypothèses les plus réalistes possibles. Voilà. Donc, on va vous aider, vous accompagner pour chercher ces hypothèses réalistes. Alors, je vais regarder la question de Jean-Marie. Je trouve plutôt simple si nous avons des matières premières et des fournisseurs ou si le calendrier permet de guider l'activité. La vision est claire. Un financeur sera donc plutôt rassuré par le prévisionnel de certaines activités. Avez-vous des conseils pour renforcer un plan de financement pour une entreprise de service? L'entreprise de service, effectivement, il y aura pas de matières premières, il n'y aura pas forcément de fournisseurs. Donc là, bon, ça ne sera pas plus compliqué pour moi. Parce que qu'est-ce qui va différer dans l'entreprise de service? C'est juste qu'on n'a pas beaucoup de matières premières ou de fournisseurs, mais on a quand même des frais qui vont tomber tous les mois. Donc ceux-là, on peut les mesurer au mieux. Hein, l'assurance, le comptable, bon, après, il y a toute une liste de frais. Pour les autres frais qu'on dit variables, puisque là, il peut ne pas y avoir d'achat de matières premières, mais une entreprise, il y a tout plein de sortes d'entreprises de services, donc je ne sais pas ce que vous voulez faire, Jean-Marie, mais on va prendre par exemple une entreprise de nettoyage à domicile ou industriel. Donc, le chef d'entreprise ou ses salariés devront se déplacer beaucoup. Et donc, il y aura des frais de carburant. Bon, c'est là, les frais de carburant sont très variables. Donc là, on va essayer de les estimer en se disant, bon, ben, par rapport au contrat que vous avez dès le démarrage, puisque vous avez négocié des contrats avant la création d'entreprise, ou voilà, on va essayer de les faire au plus juste. Et dans ces cas-là, de toute façon, moi, quand je fais un prévisionnel, quand j'aide à faire un prévisionnel, je préfère travailler sur le seuil de rentabilité justement pour ne pas faire rêver. On va aller chercher toutes vos charges fixes. On sait à peu près la part de charges variables. On va aller voir combien faire pour être rentable. Je ne vous fais pas rêver, ce n'est pas la peine. On cherche la rentabilité et on regarde si ce chiffre d'affaires pour être rentable est réaliste ou pas. Voilà. La coiffeuse, là, dans ce cas-là, on trouvait, je ne sais plus, 27 000 euros à peu près de. Quand on connaît les moyennes professionnelles à 34 000, un panier moyen à 30, bon, ça ne fait pas beaucoup de clients par jour, 27 000 euros, elle arrivera, a priori. Voilà. Donc c'est comme ça, on va chercher le seuil de rentabilité et on va essayer, en réfléchissant à deux, puisque nous, on va vous aider sur la partie financière, parce que souvent, c'est la partie, vous n'aimez pas trop à assembler les chiffres. Il faudra bien le faire, on va le faire avec vous, donc on vous explique comment le faire. Mais voilà. Mais par contre, vous avez plus la partie technique. Est-ce que c'est réaliste, je dis au hasard, hein, de réussir à faire 100 euros de chiffre d'affaires tous les jours ou pas, par rapport à votre métier, si c'est ça qu'on trouve? Voilà. Il faudra travailler comme ça. Alors, et maintenant, hein, puisque là, je vous parle, on peut vous accompagner. Donc là, je vais rapidement vous présenter, et puis je suis à l'écoute, hein, du moins, à la lecture de toutes les questions possibles. Hein. Donc, je vais rapidement vous présenter comment on peut vous accompagner. Nous, Chambre de métier de l'artisanat des Hauts-de-France. Donc, on a déjà des ateliers informationnels hein, de Start-Info, ce qu'on appelle des Start-Info, qui vous donnent les bases de la création reprise. Donc, toutes nos antennes, hein, une quarantaine d'antennes hein, sur les Hauts-de-France, on propose toutes les semaines ou tous les 15 jours. Et depuis maintenant un mois et demi, 2 mois, on les propose aussi tous les vendredis matins, de 10h à 11h, de façon distancielle, hein, comme ce que vous êtes en train de suivre. Voilà. Accompagnement individualisé. Et donc, c'est pendant cet accompagnement individualisé où on va vous aider à réfléchir sur l'étude de marché, sur l'étude juridique, mais aussi sur cette étude financière. Et c'est là où on va pouvoir travailler avec vous sur ce prévisionnel financier. On va vous donner toutes les billes pour aller chercher les bons éléments. Voilà, donc, et on va bâtir avec vous ce prévisionnel et vous le rendre de façon plutôt sympathique pour qu'on ait envie de le lire. Il faut aussi utiliser un tableur Excel, hein, si vous voulez faire un prévisionnel, ça se fait hein, sur un tableur Excel. Mais est-ce que le rendu sera sympathique pour que le banquier ait envie de le lire? Voilà, bonne question. Et nous organisons aussi des ateliers plus thématiques. Hein. De temps en temps, il y a des ateliers justement sur le financement.
Voilà. Comme cet après-midi, à la rigueur, on pourrait dire que c'est un atelier thématique sur le prévisionnel financier. Donc ça, c'est une des premières façons qu'on a pour vous accompagner, si vous le souhaitez. On a aussi, donc si tu peux appuyer, voilà, donc là, cet accompagnement-là, c'est important qu'on le précise, c'est un accompagnement qui est financé par le conseil régional, donc qui est complètement gratuit, financé en totalité par le conseil régional et la CMA. On met aussi, nous aussi, un peu d'argent de notre côté. Donc pour vous, c'est entièrement gratuit. Et aussi l'Europe. Par contre, vous devez aller sur le site, l'adresse du site là, qui vous est donné, starter.hautdefrance.fr, pour demander un chéquier starter. En fait, c'est demander au conseil régional d'être accompagné dans votre projet de création d'entreprise et de sélectionner la chambre de métier comme opérateur pour vous accompagner. Donc ça, c'est une première façon d'être accompagné. La deuxième, nous proposons aussi des formations relativement courtes, hein, de 2 à 5 jours, en centre, dans nos antennes, mais aussi à distance. Donc, si vous voulez les suivre à distance, de chez vous, le soir, le week-end, c'est tout à fait faisable. On a 5, on appelle ça des packs. Un qui est plutôt orienté vers la micro-entreprise, le pack micro. Le pack essentiel, c'est l'équivalent du pack micro, mais pour les autres formes juridiques et formes de statuts fiscaux et sociaux des entreprises. Un pack de 2 jours qui est plus sur les démarches commerciales, la recherche client, tout ça. Un pack de 3 jours sur la gestion financière, où là, on travaille avec vous, justement, le prévisionnel financier, et, voilà, et comprendre les détails, puisque là, je vous fais une présentation en 3 quarts d'heure, mais la même présentation, je pourrais la faire en 2 jours, sans aucun problème, en prenant du temps, sans rajouter de diapos, mais simplement en prenant du temps à rentrer dans le détail sur chacun des tableaux. Donc là, on prend le temps de bien comprendre ces tableaux-là. Et un pack 5 jours premium, qui est l'assemblage du pack commercial et du pack gestion. Toutes ces formations sont éligibles à mon compte formation. Donc, si vous avez des droits à la formation, sur le compte personnel formation, ça ne vous... Vous pouvez nous contacter à l'aide du numéro 09 72 72 72 07 cma-de-france.fr. Voilà pour notre accompagnement et comment faire pour nous contacter. Donc là, si on tient les délais d'1 heure, il me reste 13 minutes pour répondre à des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Merci Jacques pour cette présentation et on va attendre les questions des participants si vous en avez. Je vais aussi pouvoir remettre ta caméra. Normalement, le son devrait être amélioré vu que le PowerPoint ne va plus bouger. Alors, je vois que Marc est en train de taper. Pouvez-vous revenir sur la différence entre les solutions de la CMA financée avec le CPF? Oui, d'accord. Donc, le chéquier starter, donc financé par le conseil régional, hein, il parle d'un chéquier, mais en fait, il ne vous donne pas de chèque. Hein, sur le site, vous dites que vous voulez être accompagné par un compte de métier, et donc on sera financé quand vous viendrez nous voir, c'est simplement comme ça. C'est un chèque dématérialisé, on va dire. Ça, c'est de l'accompagnement individuel. Voilà. Pour ce qui est financé par le CPF, là, c'est plutôt de la formation. C'est complémentaire, les deux sont complémentaires. En formation, ça permet de voir ce qui est commun à tout projet de création d'entreprise. Et avec l'accompagnement individuel, on va rentrer précisément dans votre propre projet. Tout ce que vous aurez vu en formation, on va l'appliquer sur votre propre projet. Voilà. Moi, je peux que vous conseiller de faire les... On se forme pour avoir les bases,
Et puis, une fois qu'on a les bases, ben, on travaille son propre projet avec un conseiller qui a l'habitude de faire ça. L'ordre des choses. Comme en formation, vous allez voir tout ce qui est global. On peut très bien imaginer de commencer par faire la formation et après appliquer ce qu'on a vu en formation avec un conseiller sur l'accompagnement individuel. Maintenant, certaines personnes qui sont un peu pressées, bon, ça arrive, hein, qui fassent un accompagnement individuel et qui, quasiment au dernier moment, où ils viennent de s'installer déjà, bon, ils ont un peu de temps parce que la clientèle se disent ah bah ouais, mais au niveau commercial, j'ai été un peu vite sur mon accompagnement, j'aurais dû faire autrement, et qui suivent le pack commercial juste après la création. Moi, personnellement, je serais plutôt favorable à faire de la formation en début d'accompagnement et voilà, et continuer à se faire accompagner après, mais bon, il n'y a pas d'obligation sur un ordre plutôt que sur un autre. Après, si vous choisissez la formation à distance, comme vous la faites, quand vous faites la formation à distance, à partir du moment où vous ouvrez les droits à la formation, vous avez un mois pour la suivre en totalité. On peut très bien imaginer là, que vous fassiez la formation à distance tout en étant accompagné en même temps, pendant le mois de… Voilà. Alors, je vois que Jean-Marie est en train de taper. Un plan de financement solide suffit-il pour séduire un financeur? C'est déjà une première chose, mais comme je vous le disais en introduction, les tableaux financiers, le prévisionnel financier, alors le plan de financement déjà, s'il n'y a que le plan de financement, qu'il n'y a pas le compte de résultat, non. Voilà. Là, ma réponse va être le prévisionnel financier, pas le plan de financement simplement. Non, parce que le plan de financement tout seul, il faut voir aussi le à côté. Le plan de financement, on va voir l'emprunt qui sera demandé pour le financeur, par exemple. Mais le financeur voudra être sûr que l'activité sera rentable pour que l'emprunt puisse être remboursé. Bon. Mais par contre, donc, le prévisionnel financier, ça, complet, un plan de financement, compte de résultats et tableau de trésorerie, ça sera déjà pas mal. Je ne peux que conseiller d'avoir avec aussi quand même l'étude de marché. L'étude, donc un document qui présente ce que vous voulez faire comme produit ou comme service, qui présente la concurrence, qui présente quelle clientèle vous souhaitez viser, tout ça. Voilà. Mais effectivement, plan de financement, s'il est tout seul, c'est trop léger. Il faut au moins les 3 tableaux. Alors, je n'ai pas précisé, hein, je vous disais en introduction que les tableaux financiers étaient sur 3 ans, hormis quand même le tableau de trésorerie, où là, on va se limiter à 1 an. Et je crois que c'était marqué sur le côté de mon tableau de trésorerie, mais je n'ai pas souvenir de vous l'avoir dit. Peut-être que je l'ai dit, hein, mais voilà. Le tableau de trésorerie est un tableau qui est toute taxe comprise, alors que les autres tableaux, ce sont des tableaux hors taxe. Ça, c'est important aussi. Alors, Jean-Marie demande s'il existe des modèles sur Excel. Alors, il existe des modèles sur Excel, oui. Vous tapez prévisionnel financier, vous allez avoir tout plein de modèles. La seule chose, hein, sur Excel, à la différence d'un prévisionnel qui est fait sur un logiciel comptable, c'est le rendu, principalement. Est-ce qu'il, entre guillemets, il sera sexy? Ou c'est juste un petit tableau qu'on a imprimé? Voilà. Bon. Et c'est important aussi, ça, le rendu.
Existe-t-il un outil qui recense les zones désertées par les commerces alimentaires où la demande est importante? Alors, là, chez nous, en chambre de métier de l'artisanat, on n'a pas d'outils spécifiques là-dessus. Simplement, ce qu'on a, c'est nos conseillers de terrain qui peuvent vous aiguiller en disant, puisqu'on a sur la totalité des Hauts-de-France une quarantaine d'antennes, qui peuvent vous dire, oui, vous voulez vous installer sur le secteur de Compiègne. Effectivement, dans le secteur rural, là, en bas à gauche de Compiègne, je ne connais pas du tout, hein, mais je dis au hasard, effectivement, il faudrait des boulangers, il n'y en a plus. Bon. Ça, donc nos conseillers de terrain qui sont sur le terrain, là, ils peuvent vous aiguiller. N'hésitez donc pas à vous rapprocher de nos antennes. Sinon, en tant qu'outil, il me semble qu'il en existe et que fait par les chambres de commerce, si vous voulez vraiment un outil qu'on doit pouvoir trouver sur Internet. Mais là, ah si. Je peux vous mettre, si, je vois ce que vous pourriez utiliser. Alors, est-ce que j'ai accès? Je vais vous mettre un mot sur le chat. C'est un outil qui s'appelle Odile, l'INSEE. Vous tapez sur Internet Odile INSEE. Alors, il ne va pas vous donner vraiment ce qui est déserté par les commerces, mais en fait, vous allez dire, voilà, je veux cette activité-là, et il va vous recenser le nombre de concurrents qui existent. Et donc, par définition, s'il n'y a pas de concurrents, c'est que c'est déserté. Ça peut vous être utile. Voilà. J'ai oublié d'appuyer sur Entrée. Vous tapez INSEE Odile, vous l'avez. Logiciel comptable idéal, tout logiciel comptable est capable de faire un prévisionnel. Alors, si vous avez envie d'investir, après, il faut voir quelle forme juridique vous allez choisir, si vous allez vous faire accompagner par un comptable ou non. Si vous souhaitez vous faire accompagner par un comptable, si vous investissez dans un logiciel comptable, de toute façon, consultez-le pour qu'il y ait la compatibilité idéale avec son propre logiciel, que ça ne soit pas compliqué une fois que vous faites des saisies pour lui de les récupérer. Mais sinon, tous les logiciels sur le marché se valent. Pour information, hein, puisque si vous êtes intéressé, nous sommes en train d'acquérir, nous, un propre logiciel qui nous permettra de vous accompagner à distance sur le prévisionnel financier. On pourra échanger un petit peu comme ça, par chat, tout ça. Ça facilitera la tâche. Là, pendant le confinement, on s'est aperçu que le travail à distance, ça fonctionnait. Donc, on va le faire d'ici quelques jours aussi sur du prévisionnel financier. Parce qu'avant, on avait vraiment besoin de se voir en face à face pour échanger les données. Donc là, on pourra le faire plus facilement à distance. Les frais d'un comptable peuvent être pris en charge pour étudier la faisabilité. Alors, le comptable aura besoin de gagner sa vie. Et donc, vous facturera la réalisation du prévisionnel financier. Alors, certains cabinets comptables, si après vous continuez à poursuivre avec eux, une fois que vous êtes installé, vous déduiront les frais du prévisionnel du montant de la première année. Ça peut arriver. Mais sachez que si vous passez par un cabinet, de toute façon, ça sera payant. Si vous passez par nous, c'est gratuit, puisque c'est pris en charge par le Conseil régional, l'Europe et un petit peu de notre part. Pour les services d'un comptable par an, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de la forme juridique de l'entreprise.
Est-ce que ça sera une entreprise individuelle? Est-ce que ça sera une société? Puisque si c'est une société, les sociétés ont des obligations légales, par exemple, de faire des assemblées générales tous les ans. Et généralement, on confie cette... Alors, c'est une EI. Bon, je termine quand même sur la société pour expliquer pourquoi c'est un peu plus cher. Généralement, on confie la tâche de l'assemblée générale et de tous les documents qui s'y rapportent au comptable, donc ça se paye. Voilà. Alors, si c'est une EI, il y aura... Après, il faut voir, est-ce qu'il y aura des salariés, donc est-ce qu'il y aura des fiches de paye? Est-ce que vous êtes une activité sur laquelle il aura une écriture comptable par jour ou 50 écritures comptables par jour? C'est ça, en fonction de l'activité. Ça peut aller pour une EI sans salarié, ça peut aller entre 1500 et 3500 hors taxe. 1500 pour les activités où il n'y a pas grand-chose à faire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de factures, ni fournisseurs, ni clients. Et 3500 quand il y a pas mal de factures. Sans salarié. Et bien après, s'il y a des salariés et qu'on souhaite lui faire les fiches de paye, on rajoute par fiche de paye. Ah, ben ça c'est. Il y a un moment, je n'ai pas été voir Valérie sur le site INSEE Odile. Donc, ils utilisent Flash et ça ne fonctionne plus. Bon, je suppose que, parce que c'était très utilisé hein, pour tout le monde, je suppose qu'il va être remis sous une autre forme. Et c'est dommage, ça, s'il n'est pas actuellement disponible. Alors, il y a Valérie qui est encore en train de taper. Ah bon. Ben, merci pour l'info d'avoir été regardée, Valérie. C'est dommage. Et c'est vrai que là, 2016, ça fait 4 ans. Quand on cherche la concurrence, ça fait un peu beaucoup. Que ça ne soit pas actualisé en direct, c'est pas forcément gênant, mais là, 4 ans, il peut y avoir eu de gros changements depuis. Bon, donc on oublie cette idée. Donc c'est pour ça, appelez nos conseillers de terrain, ils vous diront, bah oui, dans ce secteur géographique, il manque telle et telle activité, voilà. Du coup, si vous avez plus de questions, on peut conclure. Je peux vous laisser encore une minute si jamais certaines personnes veulent poser des questions. Bon, moi, je pense qu'on va conclure. Qu'est-ce que tu en penses, Jacques? Ben, je te remercie Denis est en d'avoir. train de taper. Ah, on va attendre. Ah, bah merci, bonne fin de journée. Donc, Denis conclut avec nous, donc on va lancer la conclusion. Alors, je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je te laisse conclure, Maureen. Voilà, on vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un conseiller si vous avez des questions ou si vous souhaitez approfondir le sujet, puisque forcément par chat, ce n'est pas non plus l'idéal pour vous répondre. Donc, contactez le 09 72 72 72 07 pour prendre un rendez-vous ou directement sur le site internet de la CMA. Sur le site internet de la CMA, il y a aussi un onglet qui s'appelle les webinaires éco, où vous avez les différents webinaires qui sont mis à jour sur le mois de juin. N'hésitez pas à aller les consulter s'il y a certaines thématiques qui pourraient vous intéresser. Voilà, on va vous souhaiter un bon week-end, bon, qui ne sera pas très ensoleillé à mon avis, mais bon week-end quand même et bonne fin de journée. Merci, au revoir.